Pierre-Alexandre Pernaut, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes le nouveau président de l'OIP, délégation territoriale du Var, mais également vice-président de la FPI en charge du territoire varois. Que pouvez-vous nous dire sur ce premier trimestre 2020, sur l'ensemble du marché immobilier tout d'abord? On verra ensuite pour votre particularité. Eh bien, tout d'abord, bonjour. Ravi de se retrouver avec tous nos amis de l'OIP, naturellement. Pour répondre à votre question, et sans être très original, je dirais d'abord que la période est troublée. Je crois qu'il est inutile de nier cette évidence. L'avenir de l'acte de bâtir, puisque c'est ce qui nous intéresse, l'est tout autant, dans toutes ses filières, dans toutes ses composantes. Et on a un avenir qui s'inscrit en pointillé pour de nombreuses raisons. Nous voir rassembler aujourd'hui au sein de l'OIP, avec les différentes fédérations, que je remercie à nouveau, mais aussi les agences d'urbanisme qui pensent le territoire de demain, ce n'est pas une posture. Ça fait en effet 25 ans, désormais, que cette plateforme d'échange interprofessionnel a été créée pour être un espace de dialogue constructif avec tous les décideurs, qu'ils soient économiques ou politiques. Il pourrait paraître indécent, Elsa, de parler d'un secteur qui a mieux résisté que d'autres dans cette période aussi complexe. Mais concentrer les efforts sur les secteurs qui sont à l'arrêt depuis le début de la crise sanitaire n'est pas antinomique avec la prise de conscience qui est vraiment nécessaire aujourd'hui des pouvoirs publics, État comme collectivités territoriales, des effets et de la crise qui nous attend pour l'année 2021 et 2022. En effet, sauver les emplois d'aujourd'hui, c'est aussi important que de préserver ceux de demain. Le plan de relance a concentré ses efforts aujourd'hui sur la rénovation thermique. Nous nous en félicitons, mais on n'a pas su afficher d'ambition sur le logement neuf. La société d'aujourd'hui impose, vous l'avez vu, une logique de sobriété, la réduction de l'empreinte carbone, la zéro artificialisation nette. Ce sont des enjeux que nous partageons. Toutefois, le logement qui pollue le moins, c'est celui que l'on ne construit pas. Et c'est la logique du moment, cette logique de décroissance ou de stagnation, qui nous préoccupe vraiment au plus haut point. Alors là, on vient de voir une analyse globale pour le monde de l'immobilier. Je voudrais maintenant, si vous en êtes d'accord, qu'on s'arrête plus particulièrement sur votre marché, c'est-à-dire le logement neuf. Alors, le marché du logement neuf, on va dire qu'il est en zone rouge, très clairement. Pourquoi ? Parce qu'on a une baisse de la délivrance des permis de construire qui est très très importante depuis maintenant un petit moment. À l'échelle nationale, d'ailleurs on pourrait en parler, dire quelques mots, à mi-2017, c'est pas la préhistoire, on avait 500 000 autorisations de permis de construire sur 12 mois glissants, 500 000 logements. À mi-2020, on en a 400 000. Donc ça fait 100 000 logements et entre 2 et 300 000 emplois qui seront perdus. En effet, un logement, c'est 2,5 à 3 emplois pendant 2 ans, emplois pérennes, emplois non délocalisables. Donc la baisse de logements neufs d'environ 1000 logements dans le Var aura des conséquences très fortes, notamment sur les entreprises du BTP, dont les carnets de commandes vont fatalement s'amenuiser. Et il y aura également des pressions sur les prix. Mais ce n'est pas le seul effet. On a également une production de logement social qui est importante, puisque 3 logements sociaux sur 4, en tout cas pour l'année 2019, étaient réalisés par des promoteurs privés qui les vendent en VFA aux offices d'HLM, aux bailleurs sociaux. On comprend bien qu'à partir du moment où on va produire moins, on produira moins de logements sociaux. Les logements sociaux s'adressent aux personnes les plus modestes, donc c'est une mission essentielle, mais pas que. Parce que je ne sais pas si on a conscience qu'en France, on a 11 millions de personnes qui vivent dans des logements sociaux. Également, un chiffre qui parlera, dans le Var, on a 26 000 personnes qui sont en attente de logements sociaux. Et actuellement, dans les années futures, on va descendre en dessous d'une production de 1000 logements par an. Donc à partir de là, notre mission, on ne va plus pouvoir la remplir. Et puis, pour continuer, je dirais, sur les effets collatéraux de la production des logements neufs, on a bien sûr des incidences sur les entreprises de l'acte de gérer qui vont avoir moins de perspectives, moins de travail sur des nouvelles résidences, donc les syndics de copropriété, pardon. Ça va avoir des influences également sur le marché de l'ancien, puisque s'il y a moins de production neuve, ça fait réaugmenter les prix de l'ancien, et ça risque de rompre la fluidité dans un marché qui reste jusqu'à aujourd'hui relativement vivant et relativement dynamique. Et le marché de l'ancien, c'est les agences immobilières, mais c'est aussi les entreprises du BTP, puisque quand il y a des nouvelles mutations, des nouvelles ventes, il y a forcément des entreprises qui interviennent pour rénover, pour changer l'habitat. Et puis enfin, Marc nous en parlera certainement tout à l'heure, mais si les prix continuent à augmenter, faute d'offres,
les gens vont continuer à s'éloigner dans les secteurs périurbains et on risque de nouveau d'étaler la construction, alors qu'aujourd'hui, c'est l'effet inverse qu'on recherche, puisqu'on nous demande de concentrer le logement justement pour consommer moins d'espace. Donc ça, c'est une vraie question. Merci beaucoup Pierre-Alexandre. J'aimerais maintenant, messieurs, avoir vos réactions sur ce que vient de dire notre président. On pourrait démarrer avec le BTP. Alors Cyril Bollier, quelle est la situation des entreprises du BTP dans le Var aujourd'hui ? Alors, je vais prolonger effectivement les propos du président, à ceci près que pour le moment, la crise sanitaire n'a pas montré d'effet particulier sur les entreprises de bâtiments et travaux publics. On peut s'en réjouir, on n'a pas de défaillance en masse ni de licenciements, de vagues de licenciements à constater. J'en veux pour preuve les derniers chiffres que nous avons à disposition sur l'emploi. L'effectif salarié est resté relativement stable à 21 500 salariés pour le département. Et l'intérim, lui, par contre, il a joué son rôle de variable d'ajustement en plongeant de 22% sur le début de l'année. Alors, concernant l'activité, ce qu'il faut retenir, c'est qu'actuellement, le BTP vit encore sur ses acquis de mars 2020. D'accord ? Les carnets de commandes étaient suffisamment bien remplis, donc les entreprises exécutent ce carnet de commandes. Mais on est rattrapé par des chiffres qui donnent un peu le vertige en termes de prévisions catastrophiques. Moins 25% de mise en chantier de logements sur les 7 premiers mois de 2020 par rapport à 2019. Moins 36% d'appels d'offres, donc les marchés publics qui sont à l'arrêt, et surtout 48% de baisse des permis sur le deuxième trimestre 2020 par rapport au deuxième trimestre 2019. Donc visiblement, quand on regarde les chiffres des permis de construire et des appels d'offres entre le confinement, les élections municipales, l'installation des exécutifs locaux et intercommunaux, cette parenthèse administrative a été très longue et on est en train de la payer. Visiblement, il n'y a pas eu de mesures suffisamment fortes qui ont été prises pour rattraper ce temps perdu et tôt ou tard, on va le payer. C'est-à-dire que le trou d'air dont on parle depuis très longtemps, il va arriver. Alors on ne sait pas encore le mesurer, mais très certainement que 2021 risque d'être l'année de tous les dangers. En tout cas, c'est annonciateur de mauvaises activités. Donc seule une mobilisation très forte aujourd'hui des collectivités autour notamment du plan de relance avec des projets structurants ambitieux et où le VAR doit prendre toute sa part, peuvent sauver la situation des entreprises. Et si on doit la résumer en conclusion, donc le BTP est en train, tant bien que mal, de réussir sa reprise d'activité. Par contre, la relance, elle reste à faire. Absolument, merci beaucoup. On reviendra vers vous tout à l'heure pour justement parler de l'État sur ce territoire varois, de la maison individuelle, puisque vous vous exprimerez également au nom du pôle Habitat FFB. Mais avant cela, j'aimerais que nous évoquions le logement social avec vous, Martial Aubry. Vous êtes vice-présidente de l'association régionale des HLM Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse. Est-ce qu'on peut dresser un état des lieux avec les conséquences sociales qui forcément découlent ? Oui, bien sûr. Bonjour Elsa. Le constat n'est pas très différent de ce qu'a pu faire par exemple la Fédération du bâtiment, puisque nous, effectivement, on vit aussi un peu sur nos acquis. Et nous sommes sur des temps dans le logement social où les effets mettent un certain temps à produire des réels, enfin les causes produisent des effets plus tard. Alors pour finir de planter le tableau qu'a présenté le président Pernaut sur le logement social dans le Var. Aujourd'hui, on a un parc de 50 000 logements sociaux dans le Var et on attribue 4 000 logements par an. On a une demande de plus de 30 000 logements, ça a été également dit. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, malgré les très bons chiffres de production qu'on a connus ces dernières années et qui sont encore dans les tuyaux en ce moment, on a un vrai problème entre l'offre et la demande. Donc s'il devait y avoir une question qu'on se pose, est-ce qu'il est opportun de continuer à produire des logements sociaux ? La réponse est oui. On est très très loin d'avoir satisfait la demande. À titre aussi de complément par rapport à ce qu'a dit Pierre-Alexandre, un Français sur deux au cours de sa vie a vécu à un moment ou à un autre en logement social. Donc ça, c'est quand même une donnée qu'on n'a pas souvent. Donc effectivement, nous ne logeons pas que les gens les plus pauvres. Bien sûr, c'est notre rôle, bien sûr, on doit le faire, mais nous logeons toutes les catégories de la population. Donc il y a besoin de continuer à produire. Comment est-ce qu'aujourd'hui on le fait ? On continue, je le disais, à vivre sur nos acquis. On produit un certain nombre de logements, on en livre plus que jamais en ce moment dans le Var, puisque tous ces efforts de programmation qui ont été faits ces 5 dernières années, aujourd'hui, c'est des choses qu'on livre. Donc, sur la livraison, je ne suis pas inquiet du tout. Les chantiers ont finalement plutôt été arrêtés peu de temps pendant le Covid. Donc, l'effet chantier, ça je peux dire, les entreprises ont été assez remarquables pour s'adapter dans la période sur le Covid pour ne pas nous laisser tomber. Elles ont repris très rapidement avec les bons protocoles. Je crois qu'il y a eu aussi un gros travail partenarial qui a été fait avec les fédérations là-dessus.
Peu de défaillances aussi, donc c'est aussi bonne nouvelle, ça on l'a pu le constater. C'est l'effet des fameux amortisseurs sociaux aussi, des accompagnements qu'il y a eu de gouvernementaux, il faut le dire, donc qui a permis d'amortir cette première vague et de faire qu'aujourd'hui l'activité est bonne. Donc ça c'est quand même très encourageant. Après vous savez nous sommes une activité qui déposons nos projets de l'année en cours plutôt en fin d'année. Donc si on parle du premier semestre, on a très très peu de dossiers qui sont officiellement dans le tuyau. C'est même curieusement bas, mais ça c'est normal, ça se régule toujours pas maintenant. En fin d'année. Donc on a cet impact qui est très important sur qu'est-ce qui va se passer sur nos populations logées, parce que c'est quand même ça qui est important. L'impact sur l'impayé de loyer a été aussi pour l'instant maîtrisé par rapport au Covid. C'est important parce que les seules ressources des opérateurs sociaux, ce sont les loyers des locataires. Pour construire, nous avons quelques aides, mais par contre pour vivre et faire vivre nos bâtiments et les entretenir, nous n'avons plus aucune aide. Donc aujourd'hui, globalement, nos locataires ont pu continuer à payer leur loyer et c'est fondamental. On va le voir. On a besoin dans les années à venir de mobiliser énormément d'argent sur la production neuve, mais pas que. On parle beaucoup de production neuve, mais les bailleurs sociaux ont un parc de 50 000 logements, ça s'entretient. On va rentrer tous dans une phase où on a des obligations sur effectivement les rénovations thermiques et tout ce qui va avec. Et donc une partie aussi des ressources des bailleurs sociaux vont devoir être orientées sur s'occuper des locataires en place, on va dire, parce qu'il n'y a pas de raison que leur loyer ne serve qu'à produire des logements neufs. Il faut aussi qu'ils servent à améliorer leur habitat. Donc il ne faut pas oublier cette composante-là, mais qui regroupe tout à fait ce qu'on dit, ce que nous disons là dans le cadre de l'OIP, où ça va occuper aussi des entreprises qui vont avoir besoin d'avoir un savoir-faire pour nous accompagner dans ces rénovations. Très bien, merci beaucoup Martial Aubry pour ces précisions. Cyril Bollier, je reviens vers vous puisque vous allez également prendre la parole pour le pôle Habitat FFB. Que peut-on dire pour le premier semestre 2020 ? En tout cas, quels sont les chiffres ou les données que vous pouvez nous fournir ? Oui, le pôle Habitat FFB, effectivement, c'est le nouveau nom qui a été trouvé. Il rassemble au sein de la FFB donc des promoteurs, des constructeurs de maisons individuelles et des aménageurs. La maison individuelle, elle continue sa baisse. Dans le département. C'est un marché qui a été certes moins impacté par la crise sanitaire parce que c'est des chantiers moins complexes avec moins de coactivité, donc des chantiers qui ont pu se poursuivre malgré tout. Mais on a des chiffres, nous, qui nous inquiètent là aussi en termes de perspective. Les chiffres actuellement, c'est moins 16% dans les ventes de maisons individuelles au sein de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, au niveau donc régional à fin août 2020 et moins 33% de permis de construire dans les maisons individuelles à l'échelle du département. C'est à titre d'exemple 794 permis de construire au premier semestre 2020 contre 1181 l'an dernier. Alors les principales causes de cette dégradation, c'est ce qu'on dit depuis très longtemps, c'est les décisions prises au niveau du gouvernement, les arbitrages qui ont été pris notamment dans la loi de finances de l'an dernier, qui produisent les effets que l'on attendait, c'est-à-dire la réduction du prêt à taux zéro et puis la suppression de l'APL accession. Voilà qu'il y a un lien très direct entre les décisions qui sont prises au plan politique et ce qui se passe sur le terrain. Toujours, parmi les problèmes récurrents, c'est le prix du foncier. On a le record toute catégorie en France. On est bientôt plus cher que la région Île-de-France. Et donc ça, bien sûr que ça pénalise énormément la production de maisons individuelles. Et puis, se mêle maintenant de plus en plus, et ça c'est vrai, je crois, pour tous les segments de marché, c'est les questions de taux et d'accords de crédit par les banques. En plus de ça, pour faciliter les choses, il y a des recommandations plutôt restrictives du Haut Conseil de stabilité financière qui fait en sorte que les banques accordent des crédits de façon de plus en plus restreinte. Et même sur des investisseurs aujourd'hui, on a des restrictions qui commencent à peser aussi sur le marché. Donc beaucoup d'indicateurs qui montrent que le futur de la maison individuelle ne va pas s'améliorer de sitôt. Merci en tout cas pour ces précisions. Pierre-Alexandre Piernot, je reviens vers vous. On va évoquer l'ancien, on va évoquer les loyers. Cette fois-ci, donc, vous parlez au nom de l'AFNAIM. Qu'est-ce qu'on peut dire du marché ? Oui, merci Elsa. Donc, je vais effectivement dire quelques mots en lieu et place de David Garavagno, le président de l'AFNAIM Var, qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Le marché de l'ancien, c'est un marché qui se porte, je dirais, correctement par rapport à la situation qu'on connaît. Il y a eu vraiment un rebond assez fort, c'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on lit depuis, je dirais, le déconfinement,
avec une situation de frustration et donc une vraie volonté d'achat qui s'est manifestée, avec aussi des changements d'usage, des gens qui ont voulu acheter plus grand ou avec un espace extérieur. Et ça s'est concrétisé quand même par une vraie reprise des ventes. Ne nous y trompons pas quand même, c'est un marché qui, à la fin de l'année, aura certainement une décroissance comprise entre 15 et 20%. Toutefois, sur une année, en comparaison avec une année 2019 qui était exceptionnelle, puisqu'on avait dépassé le million de transactions, et donc cette année, on sera 15 à 20% en dessous. En ce qui concerne le VAR, on a une activité qui, à la fin du premier semestre, ou plutôt sur 12 mois glissants à la fin du premier semestre, comparé au 31 décembre 2019, donc avant Covid, se réduit, se contracte, mais de 8%, avec 32 000 transactions sur 12 mois glissants à fin 2019, contre 30 776 aujourd'hui, ce qui est assez correct. Les prix se stabilisent, voire augmentent sur Toulon, et les loyers, aujourd'hui, s'établissent, là encore pour la commune de Toulon, à 12,7, c'est le loyer d'annonce médian. Pour 11,3, c'est le loyer en cours médian, donc la réalité des locations. Donc un message de prudence, mais quand même une année où il y a eu un redressement, il me semble plutôt intéressant. Absolument, et merci de le noter. Messieurs, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je voudrais qu'on arrive à clôturer ce tour de table avec vous, Marc Esponda, qui est directeur adjoint de l'ODAT du Var. Est-ce qu'on peut faire un point sur une dynamique varoise? Est-ce qu'on peut parler des différences sur ce territoire et puis aussi parler du positionnement du Var sur l'ensemble d'un territoire qu'on pourrait voir de façon plus vaste? Oui, bonjour. C'est important de ne pas oublier ce qui se passait avant cette crise, même si on ne sait pas ce que ça va devenir sur un peu toutes nos activités. J'avais un peu 3 chiffres à donner. 7400. 7400, c'était le nombre d'habitants supplémentaires que le Var a accueilli entre 2012 et 2017. C'est beaucoup plus que la période antérieure, c'est 30% en plus. Et c'est surtout un taux dans la région, 0,72 par an, qui est quasiment 2 fois ce qu'on rencontre en PACA. Donc une très forte dynamique démographique. C'est la 19e en France, le Var c'est le 22e département, on fait un petit peu mieux que notre position. Un petit signal quand même, la croissance démographique s'explique quasiment exclusivement maintenant par l'attractivité migratoire. Avant on avait plus de naissances que de décès, là on est dans un registre où on a plus de décès que de naissances. Je ne parle pas de cette année, mais je parle de ce qui se passait avant. C'est un signe de vieillissement, donc ça doit interpeller aussi les moteurs de notre attractivité. Le deuxième chiffre qui va rentrer à l'intérieur du Var, c'est la part que prend Provence-Méditerranée, donc le gros paquet qui est entre Saint-Cyr et le Lavandou, dans la croissance varoise. C'est 42%, c'est inédit depuis 25 ans. En gros, il y a eu un effort, notamment au travers de la production de logements, qui fait que cette croissance de logements a été portée pour la première fois depuis très longtemps par, on va dire, le centre économique de notre département. Le littoral est aussi a beaucoup progressé. On était en stagnation avant. Maintenant, on a gagné 1200 habitants par an. Et donc, en contrepartie, quelque part, le moyen Var s'est un peu calmé, entre guillemets. On a plus que 3000 habitants par an, alors qu'avant, on était sur 4400. Donc, une petite bascule vers le centre. Qu'est-ce que ça va donner dans les mois qui viennent? Je serais incapable pour l'instant de vous le dire. Le dernier chiffre, c'était de replacer notre métropole toulonnaise dans son contexte, on va dire, concurrentiel. C'est 7,2. C'est 7,2 logements pour 1000 habitants entre 2017 et 2019, donc hier, en fait. C'est aussi bien que la moyenne régionale, c'est mieux que ce qui s'est produit sur Aix, Marseille et Avignon. C'est un même niveau que Nice. Et c'est toujours porté pour moitié et un peu plus par Toulon hier et la Seine. Et puis, il y a des petits effets d'opération, comme par exemple Saint-Mandrier apparaît comme un gros pourvoyeur de logements. Bon, pas certain que dans les années qui viennent, Saint-Mandrier puisse continuer à être dans cette dynamique, mais chacun y met un peu son écho dans cette progression globale. Voilà ce que je voulais vous partager. Merci beaucoup, merci à vous tous pour ces précisions sur le baromètre premier semestre 2020.